Rejoignez l'Ordre du Point Houblonné en tant que champion ou chevalier pour recevoir chaque mois une sélection de 6 ou 8 des meilleures bières artisanales françaises et internationales. On travaille sur une nouvelle version du site, mais en attendant, vous pouvez déjà trouver la potion, des goodies ou des pépites éphémères. Merci à tous ceux qui ont déjà rejoint cette grande croisade. Hoegaarden, la plus connue des wheat beers. Vous savez, les bières de blé qu'on appelle maladroitement en France des bières blanches. Le lait, c'est blanc, ça, c'est pas blanc. Elle est rafraîchissante, idéale pour l'été et on la sert dans ces gros verres là qui font presque le tour de cou de Dwayne Johnson. Hoegaarden, c'est une véritable tradition, préservée au cœur d'un petit village de Belgique. Ouais, du moins ça c'était pendant un temps, parce qu'aujourd'hui elle appartient à AB InBev. Si vous savez pas qui c'est le plus grand et sale groupe brassicole mondial, ce qui fait entre autres qu'on la retrouve maintenant dans des supermarchés tristement déclinés en version lime ou rosé. Et encore, je squeeze leur pub qui cible directement les femmes dont vous penserez ce que vous voulez. Ou celle avec Chuck Norris dans le rôle d'un moine Hoegaarden qui montre comment on fait des pizzas. En fait, si Hoegaarden était un film, ce serait une magnifique histoire d'amour avec plein de bonnes intentions, mais réalisée par Michael Bay et produite par Bad Luck Brian. Déjà, pour que les choses soient claires, non. Hoegaarden, ça ne veut pas dire le jardin à Topu. C'est pas de l'anglais, c'est une brasserie belge, même si on va pas rentrer dans tous les détails de frontières historiques. Et même avant d'être une brasserie, c'est un village à qui on doit le logo que vous retrouverez sur l'étiquette, un village où même les ronds-points sont décorés par des cuves de brassage. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo, donc rapidement pour resituer, vous avez la superposition de deux seaux qui représentent chacun une main, tenant un sceptre épiscopal pour l'une, un fourquet pour l'autre. Donc un bâton de prêtre pour touiller et un bâton de brasseur pour bénir. Ou l'inverse. C'est vous qui voyez. Ce logo, c'est surtout l'emblème de la ville de Hoegaarden, qui a longtemps symbolisé le partage du pouvoir par l'Empire romain et la guilde des brasseurs. Les premières traces écrites de ce petit bled remontent à la fin du premier millénaire à propos d'une histoire d'exemption de taxes. Mais on va pas rentrer dans les détails. Pourquoi ? Parce que c'est chiant. Pendant un temps, les wheat beers, et notamment celle d'Hoegaarden, c'était la grosse hype. Elles ont eu beaucoup de succès au point de rayonner jusque dans les régions voisines. Et pourquoi ? Eh ben parce qu'à un moment, on s'est mis à y rajouter des trucs comme de la coriandre ou de l'écorce d'orange qui venaient des colonies néerlandaises perdues dans les îles comme à Curaçao. On se retrouve avec un style de bière original, qui plaît, et si vous faites le combo avec l'esquive des taxes, bah franchement, niveau brasserie, à Hoegaarden, ils se mettent bien. Dès le 18e, en fait, le village, c'est carrément devenu une brasserie géante. Il y a environ 2000 habitants pour plus d'une centaine de malteries et pas loin d'une quarantaine de brasseries, donc si vous faites le calcul, en gros une brasserie pour 60 personnes. En fait, c'est le concept de bière de quartier, il y en avait pour tout le monde, à tous les coins de rue. C'était le paradis. Le paradis, jusqu'à ce que les lagers et autres pils de Pilsen, qu'on va symboliser par ses deux mains, ne viennent lui faire de l'ombre. Et lui voler la vedette. Tout le monde s'arrache ces nouvelles bières claires, limpides, dorées, qui vont malheureusement envoyer cette bonne vieille wheat beer épicée au rayon des has-been. À Hoegaarden, je vais pas vous mentir, c'est la merde noire. Enfin blanche. Les brasseries mettent la clé sous la porte, les unes après les autres, c'est l'hécatombe, et dans les années 50, en 1958 très exactement, le propriétaire de la dernière brasserie du village, la brasserie Thompson, ou Thompson comme vous voulez, va mourir. Donc c'est tristouné, mais il n'y a plus de wheat beer à Hoegaarden, puisqu'il n'y a plus aucune brasserie pour en faire. Ça aurait pu finir comme ça, mais un homme n'était pas d'accord. Un homme valeureux qui voulait faire connaître son terroir et honorer le blason de sa ville. Un homme courageux, déterminé, prêt à tout tenter pour sauver un style de bière de l'extinction. Et cet homme, c'était un laitier. Il s'appelle Pierre Célis et dans son enfance, il avait travaillé à la brasserie Thompson. Ça le désespérait tellement de voir l'histoire et la tradition brassicole de sa ville chérie disparaître qu'il s'est dit non, c'est pas possible. Si personne ne s'en occupe, c'est moi qui vais le faire. Je vais monter une brasserie et faire connaître la bière blanche d'Hoegaarden au monde entier. Et il le fit. Ça ne va pas exactement se passer comme prévu, hein, mais en tout cas, c'est là que commence l'histoire de la Hoegaarden telle qu'on la connaît aujourd'hui. Hoegaardbeer is ausgelicht. La bière de Hoegaarden est immortelle. C'est le slogan de la nouvelle bière blanche d'Hoegaarden, la seule, la vraie, qui sort tout droit de la brasserie de Cluis, fraîchement fondée par Pierre Célis. Pendant une vingtaine d'années, le nom d'Hoegaarden se propage et finit par résonner dans la Belgique tout entière, propulsé par le regain d'intérêt pour les bières de spécialité.
Grâce à son investissement, la qualité de son travail et la sincérité de l'histoire qu'il continue d'écrire, il arrive même à faire sa place au milieu des géants brassicoles qui inondent le marché avec leurs pils. Ou qui pilsent sur le marché, c'est du pareil au même. Tout va pour le mieux. Et un incendie réduit la brasserie en cendres. En voyant ça, il a dû devenir blanc comme un étron de laitier. Étron ou pas, c'est la merde. Célis appelle les brasseries les plus proches, les copains, la famille. Mais ça suffit pas. On n'est pas sur la cagnotte de la véranda de tonton Bernard là. On veut vraiment reconstruire une brasserie tout entière et ça coûte extrêmement cher. Pas loin de là, à Louvain, il y a une autre brasserie. Une grosse brasserie même qui surfe sur la vague des pils et qui en produit déjà des quantités astronomiques. Cette brasserie, c'est Stella Mas. Vous savez, la Stella Artois. Eux, ils voient Célis galérer, alors en grand philanthrope, ils vont le voir, ils discutent avec lui et ils se proposent de l'aider en échange de... la moitié des parts. Monsieur Célis, ça l'enchante pas trop, mais s'il veut continuer l'aventure, il va être obligé d'accepter, alors il ravale sa salive et il dit... oui. En fait, pour la faire courte, Stella va s'associer avec une autre grosse usine à pils, la brasserie Pied-Bœuf, Jupiler, tout ça, pour régner sur le marché de la bière belge. En 87, j'avais qu'un an mais ça m'avait déjà fait chier, c'est la naissance d'Interbrew, le IN de AB InBev. Avec cette union des deux mastodontes de la bière, les choses vont s'accélérer et Pierre Célis va très rapidement se retrouver dans une sorte d'épopée cauchemardesque. C'est un millefeuille d'emmerde qui va être distribué comme ça par une énorme Gatling à douille. Il se retrouve à devoir gérer les désirs, les caprices, les business plans pour pouvoir satisfaire tous les actionnaires. Les volumes de production se gonflent autant que l'amour du produit et de sa qualité s'essouffle. La goutte qui va faire péter la durite, c'est quand il réalise que Hoegaarden et le blason de la ville ont été déposés en tant que marque sans que personne ne prenne la peine de lui demander son avis ou de le tenir au courant. Alors ça s'accumule et Célis se sent mis à l'écart, dépossédé de ce qu'il avait réussi à reconstruire, à préserver et à perpétuer. Il se sent vraiment comme la dernière roue de la brouette, alors foutu pour foutu, autant ne pas continuer à regarder le massacre. Il prend une grande inspiration, fronce les sourcils, sort son fusil, et décide de partir au Texas. On est au tout début des années 90 et le voilà donc arrivé à Austin avec une vieille chaussette dans laquelle il a trimballé ses levures depuis la Belgique. Il est déter et prêt à tout recommencer from scratch. Bon, dit comme ça sonne comme un simple reboot, mais pour que vous puissiez bien ressentir humer toute la couillitude du monsieur, dites-vous que là, ce qu'il veut faire, c'est reproduire l'opposé de ce qu'il a vécu en Europe. Là où les lagers ont étouffé les blanches d'Hoegaarden, il voulait aller imposer sa wheat beer que personne ne connaît sur un continent déjà dominé par les blondes. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève mais qu'on a affaire au professeur. Le mec sait ce qu'il fait et sa bière est un succès. Du coup, ça attire le public, mais aussi des requins qui rôdent dans les champs d'orge. Le genre de bestiole attiré par l'odeur du pognon et qui peut sentir les bonnes affaires à des milliers de kilomètres. Vous savez, le requin moula. En l'occurrence, Miller et Coors, on va dire les équivalents américains de Stella et Jupiler, qui lui avaient fait à l'envers. Dans les règles, mais à l'envers. L'arrivée de Célis sur le sol américain, c'est une aubaine pour eux, puisqu'à l'époque, les bières traditionnelles belges avaient déjà une belle renommée et apportaient cette touche d'exotisme qui fait vendre. Alors devant un bout de bidoche comme ça, ils sortent les crocs. 2 prédateurs, 2 stratégies, 2 résultats. De son côté, Coors se la joue smooth. Ils sont là, ils le voient faire, ils se disent... ça marche son truc à lui? Bah on va faire comme lui. Et ils vont le faire bien. Pour mettre un pied sur le marché des bières blanches belges, ils envoient un mec, Kees Villa, là où ça se passe, en Belgique, pour prendre des notes, des levures et se former. Il rentre avec un PhD en microbio et sa compétence en brassage montée à 100. Ils créeront la Blue Moon. On en reparlera, là c'est une vidéo sur Hoegaarden. Donc ça, c'était pour Coors, mais vous aviez aussi Miller sur le coup. Et eux, ils y sont pas allés par 4 d'autres cuillères. Ils étaient là, ils voyaient faire, ils se sont dit... ça marche son truc à lui? Bon bah, on veut lui. Ils vont aller séduire Célis avec leurs gros moyens et leur énorme réseau de distribution et il va tomber une deuxième fois dans le panneau. Amour du produit contre actionnaire, ça le fait moyen, alors il décide de tout vendre, il rage quit et rentre en Belgique. Déjà il rentre en marronnant, mais en plus en arrivant en Belgique, qu'est-ce qu'il voit? Il réalise que la petite Hoegaarden là, elle l'a pas attendu pour éclater les scores. Elle est partout. Alors quelque part, il est super content parce que son objectif de faire revivre et prospérer la bière de son village chéri, c'est réussi. Mais comme si un mauvais génie avait exaucé son souhait. Et encore, je vous ai pas tout dit. Parce que tout ça, c'est à cause d'un mec. Le boss final, Carlos Brito. C'est le genre de mec qui pourrait vendre sa mère pour la déduire de ses impôts. Le profit, c'est la seule chose qui compte.
Et ça tombe bien, c'est son dada. Attention, faire du profit en soi, c'est pas préjudiciable. Le problème, c'est comment il le fait. On va pas rentrer dans les détails, dans le passif, il en est pas à son coup d'essai, mais là, pour Hoegaarden, dites-vous qu'en gros, il s'est cru dans SimCity et il a voulu déménager la production chez Jupiler pour réduire les coûts. Vous pouvez faire tout un tas de choses, mais vous ne pouvez pas délocaliser une brasserie qui cristallise toute l'histoire brassicole de la ville qui lui a donné son nom dans une usine à bière de PMU. La Hoegaarden, c'était déjà plus trop ce que c'était, mais si en plus on lui enlève le terroir et le folklore, ça devient juste un liquide brassé dans une cuve à côté de la Jupiler, quoi. De toute façon, ça a pas trop plu aux Belges qu'un Brésilien débarque et leur annonce sa décision unilatérale, donc il y a eu des milliers de salariés qui se sont mobilisés de toute l'Europe pour manifester jusque devant le siège d'InBev. Alors bien sûr, on n'arrête pas le progrès, tout est magnifique, vous pouvez faire toutes les modifications de chimie de l'eau, de levure pour avoir la même bière uniforme et identique à n'importe quel endroit du globe, mais vous ne m'enlèverez pas qu'on ne peut pas enlever à une bière ses racines et son histoire surtout, puisqu'à mon sens, c'est un ingrédient qui fait partie intégrante de son appréciation. Alors maintenant, il se passe quoi? Eh bien, ce cher monsieur Celis nous a malheureusement quittés en 2011. Aujourd'hui, c'est sa fille qui perpétue son histoire aux États-Unis. La prochaine fois que vous verrez une Hoegaarden, ayez une petite pensée pour ce cher monsieur qui aura tout fait pour la maintenir en vie. Quand on y pense, cette bière, c'est aussi la meilleure définition qu'on puisse avoir d'une wheat beer. Quand on y regarde de plus près, tout n'est pas blanc, et c'est une grosse histoire de blé. En tout cas, la morale de cette histoire, puisqu'il y en a une, elle est universelle, intemporelle, absolue. Achetez des extincteurs. J'espère que cette histoire vous aura plu. Un immense merci du fond du cœur sincère à tous les gens qui soutiennent la chaîne d'une façon ou d'une autre, que ce soit les utipeurs ou les tipeurs, les membres de l'ordre du point houblonné, grâce à qui j'ai pu avoir un bon coup de main pour cette vidéo de l'ami Full Image pour le montage. Et je vous vois venir, vous allez me dire mais j'y vais, oh c'est la fin de l'épisode, t'as pas parlé du goût. Eh ben non, et je vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus. En tout cas, n'oubliez pas que la bière, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. Portez-vous bien, à la prochaine, force et houblon!